Vostra. On est quand même sur un business model à la performance. Nous, ce qu'on vend à nos annonceurs, c'est soit des bases de données réactives pour des opérations de marketing, que ce soit SMS, email ou télémarketing. Mais on fait aussi nous-mêmes, on opère nous-mêmes des opérations d'emailing et également d'appels sortants. Et là, on va jusqu'à la vente. Et donc, le garde-fou, quelque part, c'est ce business model qui est celui de la performance et qui finalement nous aligne, en tout cas un minimum, avec l'intérêt à la fois du consommateur et de l'annonceur, puisque s'il n'y avait pas cette notion-là, on serait peut-être un peu moins regardant à droite et à gauche. Bienvenue dans Mediarama, le podcast du futur des médias. Je suis François Desfossés et chaque semaine, je rencontre des entrepreneurs, des têtes penseuses et des experts de la galaxie média. Ce podcast est proposé par Cosa Vostra, agence de conseil tech et créative. Retrouvez-nous sur cosavostra.com. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mediarama que l'on va passer aujourd'hui en compagnie d'Eric Beneftali de Tagada Media. Eric, bonjour. Bonjour François. Et merci d'avoir accepté cette invitation. Alors, comme je le disais, tu es cofondateur de Tagada Media avec donc Jonathan Zizerman, ton associé de longue date. Je vais être honnête, je ne connaissais pas Tagada Media. C'est un peu en cherchant des idées d'invités sur Mediarama que je vous ai découvert. Donc, vous avez un peu une particularité. Voilà, c'est que vous avez des médias qu'on ne connaît pas forcément et pourtant qui ont des gros succès d'audience et vous êtes vraiment sur un modèle de génération de leads et je trouvais intéressant dans le scope de ce qu'on voit sur Mediarama de te donner la parole pour essayer de comprendre ce modèle économique dont j'ai parlé parfois, qui chez vous est vraiment très présent. Est-ce que tu peux te présenter et présenter Tagada Media, un peu le pitch qu'on voit comment toi tu le présentes avant qu'on creuse un peu le sujet? Avec plaisir. Déjà, merci pour l'invitation. Effectivement, on est un acteur un peu atypique sur cette partie de médias digitaux. Donc, pour ma part, je suis Eric Beneftali, cofondateur de Tagada Media maintenant depuis 7 ans déjà. On avait cofondé avec Jonathan, mon associé, depuis 20 ans, une précédente société qui s'appelle Mediastay, qui évolue dans le domaine de l'email marketing et des jeux promotionnels. Donc une aventure qui pour moi a duré 14 ans dans ce domaine, toujours un peu de la génération de trafic, génération d'audience, génération de leads pour des annonceurs. Alors on le faisait à travers des jeux, à travers de l'email marketing et on a voulu avec Jonathan monter une société dans ce qu'on sait faire, donc dans la génération de leads pour des annonceurs. Et notre particularité, c'est qu'on a toujours voulu le faire en éditant, en maîtrisant quelque part l'audience qu'on produit pour des annonceurs et ne pas avoir un simple rôle de régie ou d'agence. Et donc chez Tagada Media, on produit effectivement des audiences qu'on gère. Donc c'est quelque part, on peut les appeler des médias, on peut les appeler des sites de destination parce que c'est pas vraiment des marques, et sur différentes thématiques, des thématiques plutôt généralistes, plutôt féminines, sur des contenus plutôt pratiques. Donc notre particularité également, c'est qu'on fait pas de contenu chaud, on fait que du contenu froid, et pas de contenu d'experts. Donc on va être sur des contenus plutôt légers comme des recettes de cuisine, des contenus, des fiches pratiques sur comment déboucher son évier, voilà ce genre de choses. D'accord. Donc en fait, donc il y a quand même des marques. Je suis donc sur le site, je dirais peut-être une quinzaine de marques super toinettes sur des recettes, mes recettes faciles, déco cool. Effectivement, donc c'est des choses très lifestyle, un peu servicielles. Tu as assez peu utilisé le mot média. Est-ce que vous vous considérez comme un groupe média ou pas du tout? Non, on se considère plutôt comme un acteur du marketing à la performance. Donc notre mission quelque part, c'est avant tout de générer
du business pour nos clients. Donc, même si c'est un terme un peu galvaudé, on s'inscrit un peu comme un apporteur de business, plus simplement un acteur de la génération de leads, l'acquisition client plus globalement, puisque maintenant on va jusqu'à la vente pour nos clients. On ne s'arrête pas uniquement au lead, mais on va, et on y reviendra certainement, on va jusqu'à la souscription de contrats pour des clients et on est payé à la performance par ces clients. Donc c'est un modèle très, très engageant et un modèle très héroïste avant tout. Et les médias sont là pour constituer des audiences, pour les animer, puisque à l'heure du RGPD, c'est bien d'avoir des bases de données, mais ce qui est important, c'est d'avoir des bases de données vivantes, des bases de données réactives, des bases de données avec qui on communique, et on considère que nos contenus sont là également pour pouvoir garder le lien avec les consommateurs qui se sont inscrits dans nos bases de données. Donc, par exemple, je prends un cas très, très simple, on envoie tous les jours des recettes de cuisine. Lorsqu'un utilisateur ouvre ses recettes de cuisine et clique dedans, eh bien, il garde un lien quelque part avec nous et il n'a pas forcément besoin de faire une action publicitaire pour garder un lien avec nous. Et donc pour nous, c'est également ça, la dimension des médias qu'on a chez nous. Mais c'est vrai que j'utilise peu le mot média parce que je trouve que c'est un peu présomptueux de dire qu'on a des médias, parce que pour moi, un média, c'est avant tout... alors, il peut y avoir plusieurs définitions, évidemment, mais c'est à la fois un site de destination où il y a du monde, du trafic, de l'audience, des vues, mais c'est également une marque. Et nous, contrairement à d'autres groupes, on cherchait pas forcément à avoir des marques, on cherche plutôt à avoir des audiences. Ce qui est intéressant, parce que en fait, bon, en l'occurrence, effectivement, vos marques, moi, je les connaissais pas, mais alors déjà, on pourrait se poser la question ce qu'est un média. Parce que tu vois, effectivement, il y a que d'un côté la presse politique générale de news avec des journalistes d'investigation. Après, vous êtes quand même plutôt dans la presse, on va dire, un peu lifestyle. En fait, tu vois, donc vous n'êtes pas si loin que ça, si ce n'est qu'il y a beaucoup de contenu froid. Mais bon, de toute façon, ça, c'est acté. On le sait, voilà, Tagada Media, vous n'êtes pas un groupe média, mais ce qui m'intéresse quand même, c'est de voir un peu tous les mécanismes qu'il y a autour. Donc, votre modèle économique, tu l'as dit, c'est la génération et la vente de leads, donc avec différents métiers, que tu le dis, jusqu'à la souscription d'abonnement. Donc, vous êtes capable d'aller assez loin. Un instant avant qu'on parle de la data, la manière dont vous le faites, et en fait, encore, je le redis, tout ça est intéressant parce que vous maîtrisez bien cette chaîne-là et c'est un modèle économique qui est viable dans la presse. À partir du moment où on a le consentement, le recueil du consentement, rien n'interdit de monétiser ces audiences comme ça auprès d'annonceurs. C'est peut être un modèle complémentaire de ceux qu'on connaît sur de l'abonnement, sur du gratuit avec de la pub. C'est quelque chose, donc je pense qu'il y a forcément des bons enseignements à apprendre. Juste une dernière chose, donc sur les contenus, tu parlais de contenus froids. Est-ce que c'est des contenus que vous achetez ou est-ce qu'en interne vous avez, alors je vais pas dire le mot journaliste parce que je pense pas que vous ayez de journalistes avec des cartes de presse, des producteurs de contenu. Comment ça se passe la partie production? Vous avez des sujets qui viennent, qui sont récurrents, des marronniers. Est-ce que tu peux nous en dire juste un peu plus sur la production de contenu? Oui, sur la production de contenu, on a en fait 3 portes d'entrée. La première et la plus simple, quelque part, c'est les utilisateurs, parce que par exemple sur les sites de recettes de cuisine, sur certains comme Cuisine Étudiant, qui est un site de recettes qu'on édite à destination, comme son nom l'indique, des étudiants, il y a des contributeurs, donc c'est les étudiants eux-mêmes qui proposent et suggèrent des recettes, donc c'est les utilisateurs qui vont produire du contenu. Donc ça, c'est un peu vieux comme le web, d'avoir des communautés d'utilisateurs qui vous produisent du contenu. On l'a eu pendant des années sur Super Toinette, où on avait un forum extrêmement puissant. On a décidé, nous, quand on a acquis le site, puisque c'est un site qui avait été créé en 2004, nous on l'a racheté en 2016, Super Toinette, donc qui est un site un peu historique et on va dire le plus connu qu'on a entre guillemets dans notre portefeuille comme marque, puisqu'elle est là depuis 2004, et c'est une audience assez importante dans l'univers des sites de recettes de cuisine. Il y avait donc un forum puissant. Nous, on a pris le parti, quand on l'a repris,
d'être moins actif sur le forum et essayer d'avoir plutôt des fiches de recettes de cuisine, donc un contenu plus maîtrisé, on va dire. Donc on produit nous-mêmes. Donc en interne, on a ce que nous on appelle des chefs de projet qui ont la casquette, ont la possibilité d'écrire, ont la compétence pour écrire certains de nos contenus, mais également qui vont commander des contenus, soit des contributeurs rémunérés. Donc on a des anciens, des profs à la retraite. On va avoir aussi des rédacteurs. Je ne sais pas s'ils sont journalistes dans la presse ou pas, s'ils ont la carte de presse ou pas, mais en tout cas tout ce monde un peu qui gravite en freelance dans cette industrie peut être amené à proposer ses services pour produire des contenus. Donc on peut faire appel à ce type d'acteurs. On a également des sociétés avec qui on passe des accords pour acheter des contenus. Acheter du contenu. Mais c'est marginal. L'essentiel, ça va être des contributeurs avec lesquels on travaille, donc des freelances quelque part, qui produisent des contenus pour nous tout au long de l'année. On commande en fait ces contenus, puisqu'en fait les chefs de projet, leur rôle c'est d'identifier les contenus qu'on doit produire. Donc par exemple l'univers de la cuisine, c'est un univers qui est extrêmement drivé par le search, donc les utilisateurs qui recherchent des recettes de cuisine. Il y a plus de 100 millions de recherches par mois sur des termes de recettes de cuisine, hein. Donc c'est un marché important, et sur ces termes on va extraire les plus populaires du moment. Donc on a un consultant SEO en interne qui va scruter quelles sont les thématiques à mettre en avant et va faire produire les contenus via soit nos chefs de projet internes, soit via des externes. D'accord, donc un vrai pilotage SEO. Et est-ce que c'est... alors j'ai plein de questions, parce qu'effectivement, tu as dit en amont, et tu l'as redit là sur Super Toinette, exemple, que vous voulez maîtriser vos audiences, donc vous avez des sites. Vous avez racheté, donc pas mal que vous avez racheté ou créé, je sais pas s'il y en a, si tu as une stat là-dessus, mais vous étiez pas sur le business des pages Facebook, des communautés, etc., qui est quelque chose qui a vraiment bien marché dans le social media, etc. C'est quelque chose que vous avez regardé ou d'où vous venez? Alors, nous, on essaye en tout cas de regarder un peu partout. Moi, j'ai un peu de mal avec les modèles où on construit dans le jardin du voisin, et donc les pages Facebook. J'avais un peu de mal à investir dessus, du fait que, ok, les audiences peuvent être gigantesques, mais elles sont à la merci de Facebook. Donc c'est vrai qu'on a un modèle qui est peut-être un modèle avec une croissance plus maîtrisée entre guillemets, mais où on aime bien justement maîtriser un certain nombre de sujets. Donc les audiences un peu à l'ancienne entre guillemets, les sites un peu à l'ancienne, c'est quelque chose qui nous a attiré assez vite, et c'est ce pourquoi on a investi dessus, parce que c'est assez indépendant des GAFA quelque part, même si on a une dépendance SEO sur un certain nombre de nos sites, mais qui est maîtrisée, parce qu'on va avoir 30%, 40% du trafic qui vient de Google par exemple sur certains de nos sites, mais on a toujours eu un trafic qui est assez ventilé. Donc par exemple nos newsletters sont très puissantes, on va avoir un peu d'audience quand même sur les réseaux sociaux évidemment, hein. Enfin quand je dis un peu, ça reste des volumes significatifs, mais en comparaison à ce qu'on peut faire. Chaque marque a sa page Facebook, sa communauté, son trafic. Alors les principaux sites de destination, nos sites de recettes de cuisine par exemple, ont toute une page Facebook, un compte Instagram. Par exemple, sur Mes Recettes Faciles, on va voir plus de 250 000 followers sur Instagram. Mais quelque part, pour nous, c'est pas du tout synonyme de... C'est pas un indicateur qu'on regarde. Oui, tu regardes plus la part du trafic ou qui vient sur le site. Voilà. C'est vraiment l'objectif, c'est de faire venir les gens sur le site. Voilà, on regarde le nombre de visites. Le nombre de visites, ça nous intéresse encore plus parfois que le nombre de visiteurs uniques, parce que ça montre la récurrence. Donc on regarde vraiment ce KPI. Donc on a à peu près aujourd'hui 10 millions de visites par mois sur l'ensemble de nos sites. Et en gros, on a on a construit un système un peu comme un entonnoir, c'est-à-dire que on considère qu'on a 10 millions de visites, puis sur ces 10 millions de visites, l'enjeu, c'est d'en qualifier le plus possible,
à travers des mécaniques. Ça peut être des questionnaires, ça peut être des jeux concours, ça peut être des sondages, ça peut être des e-books à télécharger avec des contenus premium en s'inscrivant. Et donc, l'enjeu pour nous, c'est d'avoir le plus de personnes qui vont répondre à ces fameux questionnaires tous les mois. Donc, sur 10 millions de visites, combien on arrive à avoir de questionnaires remplis. Donc, nous, en l'occurrence, on en a à peu près 500 000 par mois. Et c'est sur ces 500 000, finalement, qu'on fait 80% de notre business, à peu près, la partie lead. Puisque toutes les autres toutes les autres visites qui ne rentrent pas dans ce système de formulaire sont monétisées de manière plus traditionnelle par du programmatique, par de la vidéo, du display, par des articles sponsorisés, ce genre de choses. Ok, donc le gros de votre business, de votre objectif quand quelqu'un vient sur le site, c'est de faire remplir un formulaire. Alors, c'est effectivement l'un des premiers objectifs. Alors, pas sur tous nos sites, on ne peut pas le faire, mais là, parce que la deuxième vertu de nos sites et de ces contenus, c'est justement d'animer ces bases de données. Donc, les 500 000 personnes, quelque part, qu'on collecte par mois, l'idée pour nous, c'est de les faire vivre. C'est pas de plus jamais les revoir. Et donc, le moyen pour nous, qui nous semblait le plus efficace, c'était de continuer à communiquer avec eux par mail et de le faire à travers des contenus. Donc, certains utilisateurs veulent des contenus autour de la cuisine, d'autres veulent au contenu autour du bien-être, veulent la météo tout simplement, veulent le programme télé. Enfin, on a des contenus de flux. Ce que j'appelle de flux, c'est donc le fameux programme télé, la météo, l'horoscope. Et puis on a des contenus que j'appelle moi de stock, qui sont des contenus qu'on produit, les recettes, une durée de vie assez longue. Voilà, les recettes et les fiches pratiques. Donc si je comprends, le sacro-saint quand même, c'est quand même d'avoir l'email. Ça, c'est quand même, ça reste. Donc savoir si c'est toujours important. Et l'autre question est de dire les questionnaires que vous leur posez. Donc tu dis ça vient alimenter vos bases. Et derrière, c'est cette base, ce contenu que vous allez vendre à des annonceurs, ou est-ce que c'est l'inverse, c'est les annonceurs qui vous demandent un type de questionnaire, un type d'information, et vous allez l'exposer à votre audience pour essayer de répondre aux besoins de l'annonceur? Je sais pas si ma question est claire, mais tu vois, est-ce que dans quel sens ça marche? Alors, nous, on a construit donc un système on a une technologie propriétaire pour créer ces questionnaires. D'accord. Ces questionnaires, on les crée vraiment sur mesure. C'est-à-dire on a un annonceur, on a par exemple le cas assez intéressant, je trouve, comme exemple, d'une marque qui vend des capsules de café compatibles Nespresso. Leur objectif, c'est de capter des propriétaires de machines Nespresso. Et donc, on a créé une question spécifique. Avez-vous une machine Nespresso? Oui, non. Si la personne indique qu'elle a une machine Nespresso, ben là, elle va rentrer dans ce segment pour cet annonceur, mais ça n'intéresse que cet annonceur, ce vendeur de capsules Nespresso. Mais toi, tu le gardes quand même dans ta base de données. On switch un peu sur la techno, ça m'intéresse, mais ça reste une info que tu as qui vient enrichir le profil d'un utilisateur pour un usage futur ou pas. Et on fait tourner également, justement, pour les besoins récurrents, des questions en permanence, comme par exemple les projets de déménagement. On va essayer de vous propriétaire ou locataire de votre logement. Ils se vendent bien tous ces sujets-là. Voilà, c'est donc des sujets, c'est des questions qu'on nous demande quasiment en permanence. Le propriétaire de machine Nespresso, on nous le demande peut-être une fois par an. Donc, on a aussi des données qui sont utiles quasiment exclusivement pour un annonceur, même si on garde la donnée, puisque le consentement est donné à nos sites en premier lieu et dans un second temps à l'annonceur. C'est-à-dire qu'on a un système en 2 temps. L'utilisateur, lorsqu'il s'inscrit, il va répondre à un questionnaire, il va d'abord donner son consentement pour Tagada Media, et puis après, le cas échéant, il va donner son consentement pour un annonceur en particulier, donc être appelé par exemple pour essayer une voiture avec Volkswagen par exemple, ou une autre marque. Et c'est un gros sujet justement, donc forcément le consentement, avant qu'on parle du produit et un peu techno, le consentement, on en parle beaucoup chez les éditeurs, hein, tu sais, la fin du cookie, la CNIL qui est un peu tapée siffler la fin de la récréation sur des fenêtres un petit peu floues. Vous, c'est dur de prendre le consentement et de faire que les gens acceptent aussi d'être contactés par des partenaires, etc. Est-ce que les gens, pour dire les choses qui disent oui, le font parce que
ils ont l'habitude de dire oui, ou est-ce que clairement ils savent et ils ont envie derrière d'être contactés? Tu vois, il y a quand même un peu ce sujet de se dire, moi personnellement maintenant je dis oui, pas le moins possible, mais quand j'ai envie d'aider l'éditeur, et cetera, je fais un peu plus attention. Vous, c'est votre modèle économique de base. Est-ce que tu as une grande partie qui refuse ce consentement? Alors nous, on a toujours eu un modèle basé sur le déclaratif. Donc finalement, la fin des cookies, typiquement, ça nous impacte marginalement puisque ça impacte uniquement la partie monétisation display Ouais, programmatique. programmatique. Euh, et, euh, et là-dessus, je suis pas inquiet parce que l'industrie a toujours réussi à rebondir de ces évolutions. Ouais. Et sur le consentement, alors nous, on évolue dans un domaine où on a plutôt, donc, comme je disais tout à l'heure, des sites plutôt généralistes au sens des audiences plutôt même populaires, entre guillemets, et on se veut vraiment populaire dans le bon sens du terme. Donc peut-être que là-dessus, tu aurais un biais sur le fait que les utilisateurs, on pourrait considérer, et même si c'est plus vraiment vrai aujourd'hui, mais il y a quelques années, on considérait que c'était peut-être des utilisateurs un peu plus âgés, qui étaient moins éduqués au web et donc qui allaient cocher oui à toutes les cases par défaut. Il y en a certainement une partie encore, évidemment, comme partout, mais c'est pas notre fonds de commerce entre guillemets. On est sur un modèle qui a toujours été déclaratif où les personnes remplissent eux-mêmes le questionnaire, cochent eux-mêmes les cases. On n'est pas sur un simple bandeau de consentement où tu as juste à cliquer sur oui ou sur non. C'est un peu plus engageant puisque tu t'inscris, tu vas mettre ton nom, ton prénom, ton numéro de téléphone, ton adresse postale. Donc, et plus il y a d'informations, plus c'est engageant et plus l'utilisateur comprend ce qu'il fait. Donc là-dessus, on est moins impacté, même si peut-être qu'on l'est quand même puisqu'on a peut-être moins de volume. Maintenant, on ne s'en rend pas compte puisqu'on est sur un modèle en croissance. Ouais. Donc, notre croissance peut-être diminue cette baisse de performance. Peut-être que si on n'avait aucune contrainte réglementaire, tu ferais beaucoup plus peut-être. Beaucoup plus, mais ça, mais si tes audiences croient, en tout cas, c'est bon, quoi. Voilà. Mais ce qu'il faut bien savoir, c'est que la finalité, c'est qu'à la fin, on est quand même sur un business model à la performance. Donc, nous, ce qu'on vend à nos annonceurs, c'est soit des bases de données réactives pour des opérations de marketing, que ce soit SMS, email ou télémarketing, ou postal même encore. Mais on fait aussi nous-mêmes, on opère nous-mêmes des opérations d'emailing, où on envoie nous-mêmes les messages, de SMS et également d'appels sortants. Et là, on va jusqu'à la vente. Et donc, si on avait des utilisateurs qui avaient un consentement pris de manière un peu légère, on s'est rendu compte en tout cas, on ne serait pas rémunéré in fine. Donc, étant donné, je trouve que le garde-fou quelque part, c'est ce business model qui est celui de la performance et qui finalement nous aligne en tout cas à un minimum avec l'intérêt à la fois du consommateur et de l'annonceur, puisque s'il n'y avait pas cette notion-là, on serait peut-être un peu moins regardant à droite et à gauche. Oui, il suffirait d'envoyer du volume et puis derrière, tu t'en fous un peu quelque part, quoi. Mais c'est pas le cas. En termes de techno, donc forcément, vous captez beaucoup de données. Vous êtes très data driven, j'imagine. Hein, vous devez regarder ça. C'est toi qui t'en occupe. Tu peux nous en dire un petit peu plus sur votre stack techno? Tu vois, dans les médias, là, on parle beaucoup de CRM, de CDP, de DMP. Tout le monde cherche un peu à s'équiper. Et donc, tout le monde a un peu des niveaux différents de maturité, on va dire. Hein. Vous, c'est votre modèle économique de capter cette data. Vous êtes, tu me dis parler un peu sur le niveau des formulaires d'une solution propriétaire. Tu peux nous en dire un peu plus sur comment vous travaillez toute cette donnée, vérifier qu'elle soit à jour, comment vous l'exploitez derrière d'un point de vue commercial? Oui, nous, c'est vrai qu'on a fait le choix dès le début. Notre premier recrutement, d'ailleurs, ça a été notre directeur technique, qui est associé également dans le projet. Et l'enjeu pour nous, c'était de construire une plateforme qui nous permet à la fois de collecter effectivement des données de façon importante et avec le consentement, et on savait que le consentement allait évoluer, donc il faut que ça soit de manière assez souple pour pouvoir jouer sur les curseurs en fonction des réglementations, en fonction des pays également, puisqu'on n'est pas présent qu'en France.
On est présent dans différents pays en Europe et c'est pas toujours harmonisé les législations malgré l'Europe, même en Europe. Ouais, j'imagine. Mais j'ai voilà. vu que des sites francophones sur. Non, alors tu parles quand même des Je pays parle pour la européens, mais partie collecte de francophones. leads, D'accord, où pardon. Oui, il y là, a on opère sur plusieurs pays, même nos sites de recettes, par exemple, hein, on a une version italienne, on a une version Ok. espagnole. Donc, on a fait le choix de développer nos outils en interne et on a aujourd'hui une techno donc, qui nous permet de créer des questionnaires, de collecter cette donnée et puis derrière de l'exploiter pour nos différents clients. Mais c'est vraiment des outils internes sur mesure. Après, on a un outil de BI quelque part un peu, c'est un outil d'analyse de données qui nous permet de suivre toutes nos performances. Mais tout est fait en interne parce que c'est une industrie, voilà, on est comme tu le disais d'ailleurs tout à l'heure, on a un modèle aussi un peu hybride, hein, dans le sens où on peut être vu comme un média, parce qu'on opère des médias, on est éditeur, ça c'est un fait, et on est opérateur de solutions marketing. Et donc, pour pouvoir faire cohabiter tout ça, on a décidé de tout développer en interne. Évidemment, il y a certaines choses, par exemple le bandeau de consentement pour le programmatique, ça on le fait pas en interne, ça on va utiliser des solutions type Didomi ou d'autres. Mais pour tout ce qui est vraiment qu'on considère métier, donc le traitement du lead, il est fait en interne. Après, on a énormément de connexions API, que ce soit avec une solution américaine, par exemple, qui s'appelle eWalk, pour vérifier si l'adresse mail existe, si c'est pas un robot, ce genre de choses. Et également avec des partenaires sur les vérifications des adresses postales ou des emails, ou des téléphones, pardon. Donc, on a énormément de connexions API avec d'autres acteurs et on a une plateforme interne pour pouvoir être agile aussi, parce qu'on est sur une industrie qui bouge beaucoup et où ce qui marchait hier ne marchera pas forcément demain, et donc on doit nécessairement être réactif. Très clair. Sur le produit du site, le média en lui-même, comment est-ce que vous travaillez? Parce que forcément, donc, ton but, c'est de convertir, hein, quelque part, comme un e-commerce. Une personne vient, elle doit, il y a des call to action, donc ces formulaires dont tu parles, etc. Est-ce que vous avez en interne des UX designers? Est-ce que vous faites de l'A/B testing? Comment tu gères un peu la pression marketing pour alors j'ai vu certains sites. Bon, on est une agence digitale, alors forcément, je regarde ça avec un œil un peu un peu critique, en disant qu'il y a des choses qui pourraient peut-être être plus belles, plus modernes, qui convertissent mieux. Mais encore une fois, c'est très je regarde ça comme ça. Est-ce que vous regardez ça vous de très près? Est-ce que t'as un souci de faire du fine tuning sur le site pour qu'il convertisse le mieux, ou l'enjeu il est pas là, il est plutôt sur un volume d'audience que tu essayes de faire venir? Alors aujourd'hui, il est majoritairement sur effectivement la croissance de l'audience. Il faut voir également qu'on a fait pas mal d'acquisitions sur l'essentiel de nos sites en fait médias sont des sites qu'on a rachetés au fil des années. Donc forcément, ils sont pas Ouais, c'est hétérogène en termes de voilà. design, etc. et du UX. On travaille plutôt sur la partie média, on va plutôt travailler sur les back-office. C'est-à-dire, l'enjeu pour nous, c'est d'avoir des outils assez puissants et assez faciles d'usage pour gérer justement nos contributeurs, pour gérer la distribution du contenu, pour gérer le SEO, pour gérer un certain nombre de sujets, plutôt que faire du beau quelque part. Et c'est vrai que nous, encore une fois, peut-être aussi par rapport à cette typologie d'audience, c'est pas forcément le beau et le moderne qui va marcher chez nous, bien au contraire. Et donc, on est sur des choses assez simples, mais on teste énormément. Effectivement, on a une solution interne. Tout à l'heure, je disais d'analyse. Et dans cette solution, on a la partie A/B testing de tous nos tunnels de conversion, mais on met l'accent plutôt sur nos questionnaires, sur l'optimisation des parcours, et dans l'équipe, on a des personnes qui s'en occupent, mais qui font souvent plusieurs choses en même temps. Donc ça va être plutôt par exemple le média buyer qui va aussi optimiser ses propres landing pages, puisque nous on croit bien une organisation avec un maximum de personnes autonomes qui sont capables de faire des missions très très précises et
est assez globale à la fois, dans le sens où elles maîtrisent différents sujets et elles peuvent gérer de bout en bout une partie de la mission. Ouais, une opération, je comprends. Voilà, l'opération. Est-ce que dans la partie un peu apprentissage, les learnings, quelqu'un qui serait dans les médias, qui écoute cet épisode, est-ce qu'il y a des choses que vous avez appris qui sont réplicables, des bonnes pratiques qui sont réplicables dans les médias, qui veulent un peu optimiser leurs revenus? Est-ce que t'as des learnings par rapport à ces dernières années que tu as eu chez Tagada Media? Oui, enfin, il y a pas mal d'enjeux. C'est vrai que on peut parler déjà de la partie newsletter. C'est vrai que c'est un format qui revient à la mode, mais qui a toujours fonctionné pour à la fois générer de l'audience, pour être indépendant du SEO, pour pouvoir créer de la récurrence et aussi des revenus, parce que l'email génère des revenus assez significatifs. Ouais, je pense par exemple, je sais pas si tu connais ce groupe Planète. Planète, bien sûr. Qui fonctionne aussi très bien. Enfin, c'est vrai qu'en discutant, ils ont un peu un modèle un peu similaire au vôtre et la newsletter, c'est une des clés chez eux en termes d'acquisition de trafic et de marketing derrière. C'est très puissant et bien plus que ce qu'on imagine. Oui, et un groupe comme Planète, pendant des années, on les a accompagnés sur l'acquisition, donc on leur recrute aussi des abonnés pour leur newsletter, parce que c'est un marché de coopétition quelque part Ouais. sur lequel on est, où on peut travailler, être parfois concurrent. Voilà, moi je me considère pas concurrent de Planète et eux non plus ne se considèrent pas concurrents de Tagada, je pense, mais en tout cas, on a des sujets effectivement similaires et les newsletters, c'est un format qui a été un peu snobé, on va dire, par beaucoup de groupes médias, peut-être un peu trop parisiens. Ouais, et qui revient un peu à la mode, mais en Voilà. côté éditorial avec des belles newsletters, tu sais, comme les Glorieuses ou des trucs médias. Mais toi, ce que tu veux dire, ouais, c'est vraiment la puissance marketing Moi, je business vais de vous la donner newsletter. un chiffre assez simple. On a 1 million de lecteurs actifs sur nos newsletters. Donc, et pourtant, on n'est pas un groupe média en tant que tel. On s'est créé il y a 7 ans. Donc, et on n'a pas fait de levée de fonds particulière. Donc, globalement, c'est pour dire qu'on peut constituer des audiences qui sont quand même significatives, parce que quand on parle d'1 million de personnes qu'on est capable de finalement rediriger sur un site, ça reste très significatif. Ouais, c'est de l'impact, quoi. C'est du volume. Et donc, et là-dessus, on l'a fait finalement avant tout avec un savoir-faire marketing et technologique. Et les enjeux, finalement, ils sont plus technologiques qu'éditoriaux sur les newsletters, puisque tu as des enjeux de délivrabilité, donc le fait que tes emails arrivent en boîte de réception, des enjeux de ciblage pour que les utilisateurs reçoivent la bonne newsletter ou le bon contenu. En tout cas, on essaye. Et donc, tout ça mis bout à bout, c'est vrai que je peux comprendre que ça fait peur à un certain nombre d'acteurs, mais c'est quelque chose qui a le mérite d'être stable et sur lequel moi je recommanderais à pas mal de médias d'investir du temps et peut-être un peu d'argent pour construire ces newsletters. On voit encore des grands médias qui sous-traitent ces parties-là totalement et n'achètent que de l'audience, par exemple, à des opérateurs de mail. C'est un peu dommage parce qu'ils ne maîtrisent pas justement la data. Et c'est des choses relativement simples. Après, sur la partie CMS, je pense qu'il y aurait beaucoup à dire parce que on entend aussi beaucoup le fait que pour quand on est un grand site, il faut avoir un CMS très très puissant. Nous, c'est vrai que on est partisans pour des choses assez simples. Vous êtes sur quoi, par curiosité? Alors, historiquement, on était sur WordPress et on a migré sur un CMS interne assez léger, très léger, qui fait bien quelque chose, ouais, effectivement. Il fait peu de choses, quoi, mais Mais il bien. les fait bien, quoi. Voilà. Et alors, tu dis que c'est interne. Là, ça m'intéresse. Forcément, ça pique ma curiosité. Nous, on est très WordPress chez Cosa Vostra. Donc là, tu parles d'un CMS que vous avez développé in-house ou vous êtes parti d'un autre CMS open source pour le tweaker et le faire On l'a développé vraiment... vraiment in-house. Pourquoi? Parce D'accord. que on trouvait que WordPress était très gourmand en ressources euh, et, et finalement, ça nous coûtait très cher en infrastructure par rapport aux audiences qu'on a. Et là, donc, on a divisé par, je sais pas, 20 nos coûts d'hébergement en éditant notre propre CMS. Après, D'accord. on a perdu en SEO au début, puis on y a regagné, mais on a eu 6 mois de passage un peu difficile en SEO parce qu'on a dû perdre
4 fois l'audience qu'on avait. Oui, ça a dû être un peu rock'n'roll, quoi, quand tu vois les Mais premiers bon, chiffres, j'imagine. Mais ça se remonte. Mais en fait, oui, c'est sur des choses assez simples où il n'y a pas de compte utilisateur, il n'y a pas d'abonnement. Voilà, WordPress était peut-être un peu surdimensionné par rapport à votre besoin à l'époque. Enfin, tout à fait. par rapport à votre besoin actuel, pardon. Exactement. On utilisait finalement très peu de la machine, quoi. Hein. Ouais. Donc, on payait entre guillemets en ressources techniques pour peut-être 90%, et puis on utilisait 2%. Donc c'est dommage. Maintenant, je dis pas qu'il faut arrêter WordPress, pas du tout. On a encore des sites qui tournent sur WordPress et ils tournent bien. Hein. Donc voilà, c'est juste quand on avait beaucoup d'audience, quand on a commencé à avoir beaucoup d'audience sur les sites de recettes, c'est devenu extrêmement coûteux en maintenance. Après, c'est des choix techniques, c'est aussi des développeurs aussi qui ont peut-être plus d'appréhension avec cet univers, en tout cas les développeurs qu'on a chez nous. Et en tout cas, donc tu le dis, l'importance de maîtriser son CMS, quoi. Pas forcément d'aller sur quelque chose d'usine à gaz, quelque chose d'adapté à son activité et une bonne maîtrise technologique du CMS. Je pense que c'est l'essentiel. C'est important, tu l'as dit, votre premier recrutement, qui est devenu un associé, c'est le directeur technique. Alors évidemment, vous n'êtes pas un média, et j'imagine quelqu'un aujourd'hui, c'est pas que j'imagine quelqu'un qui se lance dans les médias aujourd'hui, il a plutôt un profil journaliste et derrière il verra. Mais je trouve important de montrer, l'importance en 2022 de la tech dans la réussite d'un groupe média, marketing, peu importe quoi, mais maîtriser la tech pour maîtriser l'acquisition, l'abonnement, maîtriser la diffusion, maîtriser tout ça, c'est primordial. Ouais, moi je pense que maîtriser la technique, c'est quand même essentiel dans nos projets. Et c'est vrai que lorsque je vois certains projets, une application mobile qui se lance ou un service, peu importe, et qui va me dire qu'il sous-traite son développement, je trouve. De toute façon, j'ai rarement vu beaucoup de succès où la techno est sous-traitée. Quand j'ai la techno, c'est maîtriser la technique, oui, effectivement. Ouais, et avoir au moins une personne qui maîtrise ces sujets-là, quoi. Et exactement, avoir quelqu'un en interne qui est capable d'en parler et de comprendre, d'avoir un peu une vision de où il faut aller. Juste en ouverture pour la fin de cet épisode, sur quel projet évolution vous travaillez aujourd'hui? Donc on comprend que c'est quelque chose que vous maîtrisez bien, de bout en bout, différents types d'opérations, vous maîtrisez la production de contenu, l'acquisition, la vente, la techno. Sur quoi tu travailles aujourd'hui pour le futur? Nous, on travaille sur plein de sujets parce que, en fait, je considère que un média, si on prend le thème évidemment, c'est avant tout un millefeuille de revenus, comme certains peuvent le dire. Et donc, il faut en permanence chercher des lignes de business pour remplacer des précédentes qui peuvent s'éteindre. On le voit, là, on travaille beaucoup sur... ça n'a rien d'original, mais c'est tout ce qui est content commerce. Donc, globalement, c'est de l'affiliation, générer des ventes, voilà. Donc, par exemple, on a intégré des ustensiles de recettes de cuisine sur nos fiches recettes. C'est des choses simples, mais qui, mis bout à bout, font des revenus significatifs et vont remplacer des revenus qui s'éteignent progressivement sur d'autres lignes, potentiellement. Et puis également, nous, notre business model, dès la création, ça a toujours été de racheter des sites, de les intégrer. Et je crois beaucoup à cette notion de portefeuille. En tout cas, pour nous, d'avoir un portefeuille de sites. On a fait certaines acquisitions qui n'ont pas marché. Ça arrive. Quand je dis qu'ils n'ont pas marché, c'est juste qu'elles vont mettre plus de temps que prévu à être rentable quelque part. Enfin, rentabilisées plutôt. Et si on en avait fait une ou deux et le succès était là, on aurait dit qu'on est très fort et on aurait continué peut-être sur des opérations beaucoup plus grosses. Le fait d'avoir un portefeuille, finalement, on dilue le risque et il y en a certaines qui marchent pas, d'autres qui vont marcher encore mieux que prévu. Et donc, c'est comme l'investissement dans les startups quelque part. C'est ce portefeuille qui fait qu'on a une bonne performance. Donc nous, on veut continuer en 2020, l'année dernière était 2021, pardon. 2021, on avait calmé un peu les acquisitions, on en avait fait beaucoup en 2020, alors pourtant c'était le Covid. On a racheté un certain nombre de sites, on a racheté une demi-douzaine de sites. On avait racheté Minute Facile au groupe M6, Étoile Casting au groupe TF1, un peu hasard de calendrier, on a fait les deux groupes en même temps. Ouais, c'est rigolo. Et on a racheté aussi ABC Argent, un site de finances personnelles indépendant.
Sur un business model d'affiliation, où là, typiquement, c'est un cas plus compliqué, où malgré qu'on vient du monde de la génération de leads, et quelque part, on pourrait croire que c'est très proche de l'affiliation. Quand je dis l'affiliation, c'est tout ce qui est affiliation, partage de revenus, rev share, ce genre de business model. Ouais. Et finalement, un peu plus loin. Et donc, comme quoi, maîtriser son business model, c'est important, même quand on est un pure player. Et cette année, on va certainement reprendre quelques acquisitions. En tout cas, on a des discussions en cours. Et quel type de tout type de business, en fait, vous regardez tous les dossiers, enfin, qui sont pas sur l'abonnement, j'imagine, plutôt du gratuit ou des choses qui se rapprochent un peu de vos modèles. T'as pas vocation à racheter un média qui serait sur l'abonnement, par exemple. Alors, Non, tu diras, faut pas dire jamais, c'est ça? Ouais, c'est ça, il faut pas dire jamais. Et puis, nous, avant tout, on est un groupe d'entrepreneurs quelque part, et ce qu'on aime, c'est justement tester de nouvelles choses, créer des nouvelles choses, et donc je vais pas te dire non, on peut pas faire. Mais ce qui est sûr, c'est que par exemple là récemment, on a étudié plusieurs dossiers dans le domaine du jeu vidéo. C'est des choses qu'on sait pas faire. On pourrait apprendre peut-être, mais en tout cas, c'est pas des choses sur lesquelles on a décidé d'aller, parce que c'est des contenus chauds, justement. Ouais. C'est des thématiques d'experts, où il y a des communautés extrêmement exigeantes dans certains cas. Et donc, voilà, on a passé notre chemin quelque part. Mais nous, on va rester sur nos thématiques pour l'instant. Donc, tout ce qui est lifestyle au sens large, contenu pratique, tout ce qui est, tout ce qui est fiches, astuces, ce genre de choses, continue à nous intéresser. Et tout ce qui peut aussi tourner et gravir autour des services qu'on pourrait offrir à nos utilisateurs. Eh ben, écoute, très clair. S'il y a des dossiers qui passent, il y a des personnes qui écoutent ce podcast et qui ont des idées de business à vendre, ben, voilà, il faut aller les pitcher à Tagada Media. Voilà, merci Eric beaucoup. et Jonathan. Écoute, Eric, merci pour ton temps et ta transparence dans cette discussion. J'ai trouvé l'objet assez intéressant, en tout cas. J'espère que pour toi, c'était bien aussi. Donc, écoute, merci et à bientôt. Merci François, à bientôt. Et merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu. Et donc, je mettrai les coordonnées d'Eric dans les notes de l'épisode si jamais vous voulez le contacter en direct. Je vous dis à toutes et à tous à bientôt. Salut. Voilà, Mediarama s'achève. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le liker et le partager. Et puis, si vous souhaitez être accompagné par notre agence Cosa Vostra, contactez-moi par mail mediarama@cosavostra.com. Portez-vous bien.